Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat à l'algérienne. Je suis très heureux aujourd'hui, d'autant plus que je reçois un invité de marque, monsieur Jamal Zahal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik à Radio M. Merci à toi, Hamza, et merci à l'équipe Radio M. Avec plaisir. Sans plus tarder, vous connaissez tous le principe. On lance directement le portrait de notre invité, histoire de nous familiariser un peu avec le personnage. Et on revient de suite après. Jamal Zahal est un jeune entrepreneur algérien, à peine 33 ans et c'est déjà un CEO digne de ce nom. Il fonde et dirige DZ-Mob en 2012, qui est une agence mobile first spécialisée dans le développement d'applications iOS et Android. Basée à la fois à Paris et à Alger, la boîte propose une expertise complète autour du mobile. Conseil sur votre stratégie mobile, ergonomie et design de votre application, il est notre guest dans ce Doing DZ. De retour sur le plateau de Radio M en compagnie de Jamal Zahal. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. On a vu un petit peu qui était Jamal Zahal de façon sommaire, on va dire. Maintenant, on va nous pencher sur votre personnage, à commencer par le parcours d'études. Qui est Jamal Zahal? Donc, Anna, je suis né j'ai grandi à Blida. J'ai 33 ans aujourd'hui. J'ai fait des études d'informatique. Donc, je suis développeur de formation. Et puis, j'ai eu mon bac à Blida. J'ai fait toute l'université en France. Et je suis après le bac, directement, exactement. Et je suis diplômé j'ai été diplômé en 2011. Après une année aussi d'expérience chez la BNP Paribas. Donc vous êtes passé par la case salariée? C'était de l'alternance. Okay. Donc c'était de l'alternance. Donc c'était un rythme où j'avais 2 semaines d'entreprise, 1 semaine d'école. Et à la fin de l'année, je m'estimais. Alors j'avais un désir de retourner en Algérie. Après quelques années passées en France. Voilà, donc de retourner. C'est rare. Oui, ça. Non, il y a beaucoup de cas comme ça. Et puis j'avais donc un désir de retourner en Algérie, de m'installer, et puis aussi de lancer une entreprise. D'apporter quelque chose à la société algérienne. Exactement, parce que j'avais des connaissances dans le développement d'applications mobiles. Je voyais un petit peu les choses depuis la sortie de l'iPhone en 2007 et puis toutes les applications qui ont suivi derrière. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en Europe ou là un peu partout. Et en Algérie, on avait peut-être on avait un retard sur ce genre dans le domaine, et du coup je sentais le besoin je voyais la possibilité de lancer des choses en Algérie. D'accord, donc c'était plus une évidence pour vous qu'une réflexion. Ça s'est fait naturellement. C'est que à la fin de mon année à la BNP, je me sentais plus ou moins prêt. Et prêt à prendre votre rôle d'entrepreneur. Voilà, de prendre un risque, de lancer quelque chose. C'est vrai qu'il s'agit avant tout de risque quand on parle d'entrepreneuriat. Moi je le voyais pas comme ça, mais oui, j'avais un statut, maintenant je bossais à la BNP, c'est toujours bien perçu de travailler pour une grosse entreprise. Et donc là, je descendais pour travailler tout seul. En plus j'ai commencé à la maison avec après j'ai loué un petit local qui était pas très très beau à voir, mais qui permettait d'avoir 3-4 personnes pour travailler sur des projets. Et donc ça commence toujours comme ça. Ça commence comme ça. Donc effectivement, vu de l'extérieur, c'est pas très séduisant. On se pose des questions, on se dit mais finalement, à petit, finalement, ça a été c'est une belle expérience et ça a été c'est toujours une belle aventure en tout cas. En parlant de cet aspect psychologique, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir la fibre entrepreneuriale pour commencer, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler? C'est une question qui. Quand je bossais à la BNP, de toute façon, même en bossant à la BNP, même quand j'étais étudiant, je regardais toujours ce qui se passait. Donc, quelles étaient les nouveautés, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la technologie.
comment la technologie peut aider des entreprises, peut répondre à des besoins. Et si tu veux, quand on travaille dans un grand groupe, parfois, on a de l'énergie, mais on sent qu'on peut pas réellement être libre et faire des choses. Donc c'était d'où le besoin de créer une entreprise. Et de commencer tout seul. Je pense que dans des petites structures, il y a peut-être plus de possibilités pour des gens d'être libres, d'avoir des responsabilités et de pouvoir lancer des choses, même dans un cadre mixte, entre guillemets, salarié-entrepreneur. Il y a aussi le management aussi qui compte. Mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile dans des grosses structures où c'est déjà tout est clair, l'organisation est figée, on peut pas non plus franchir les paliers. Quelqu'un qui débute mais qui peut-être peut faire plus de choses que quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, il peut pas réellement le faire. Il faut qu'il attende. Il y a beaucoup de barrières. Beaucoup de barrières. Voilà. Invisibles. Et puis donc moi j'avais ce désir-là de lancer quelque chose et de consommer toute l'énergie que j'avais, voilà. Donc pour faire des choses, quelque chose. Voilà. Donc de ce désir naît des ZMob. Né des ZMob. Alors des ZMob, c'était effectivement donc j'ai lancé des ZMob en 2012. Ce qui se passait, c'est que en 2012, donc il y avait beaucoup d'applications. Moi, je regardais un peu les applications d'actualité, etc. Effectivement, je voyais qu'en Algérie, maintenant, il n'y avait pas assez d'applications, il n'y avait pas assez de services. Donc, ça a commencé en 2012 avec les premiers clients qui nous ont fait confiance. Donc, dans la presse écrite en Algérie, le Khabar, le Haddaf, etc. Il y avait aussi, donc c'était les premiers projets. Et puis après il y avait quelques clients aussi en France qui nous contactaient en voyant le travail qu'on faisait. Ça qui c'est nous venu par la suite, mais on va se focaliser. Ça se faisait un peu en parallèle, mais D'accord. On va parler des tout débuts des ZMob. Comment l'aventure a commencé? Et déjà, quel est le cœur du métier, cœur du métier? Alors déjà oui, effectivement, DZMob, c'est une entreprise spécialisée dans le développement d'applications mobiles, donc iOS et Android. D'accord. Donc c'est ça le cœur de métier de DZMob. Et on fait ça depuis 2012. Donc à ce jour là, on est à peu près à une quarantaine de projets, des projets assez importants en général. Des clients assez importants aussi, il faut le signaler. On a TSA, Emploatic, Le Figaro en France, Mobilis, le Kelia, Audi Spotted. On parlait tout à l'heure de BFM Trade SAT, c'est ça? Voilà, le groupe BFM TV en France. Oui. On a Audi, on a Air Liquide. On a Novartis en Algérie, on a Novo Nordisk, oui. On a Thales qui est un groupe qui est vraiment dans les radars en France, etc. Ouais, c'est un gros morceau. Oui. C'est une grosse entreprise. Oui. Donc on a vraiment beaucoup. Comment on arrive à avoir ces clients? En fait, nous on a commencé déjà par faire quelques applications, donc c'est là où on démontre un peu qu'on sait faire les choses. Et tout au début c'était le Haddaf. C'était notre premier client, effectivement, exactement. C'était notre premier client, le Khabar ensuite. Après ces deux applications-là, tout de suite après, on avait fait quelques applications pour des clients, des startups en France. Quand tu dis au début c'était toi, il y avait que toi. Non, dès le départ, il y avait donc à la base c'était des copains. Donc voilà, on faisait des applications, qui développaient. Moi j'étais vraiment en charge de la partie commerciale, mais je développais aussi. D'accord. Et puis aussi il y avait des amis aussi qui faisaient le développement avec moi aussi. Et puis très rapidement, donc ça c'était pas très structuré, c'était un peu des amis, maintenant on se regroupait pour développer. Et puis après très rapidement, après ces deux premiers projets, très rapidement moi je sentais qu'il y avait des choses à faire et du coup et on avait déjà un premier besoin sur un projet qui allait durer 5-6 mois et je voyais bien qu'avec 5-6 mois je pouvais prendre le risque de recruter une première personne et que ça me laisserait peut-être un moment pour alimenter les personnes qui bossent chez des ZMob en projet à la fin de ces projets-là. D'accord. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Il faut toujours avoir alimenté toute l'équipe en projet, en permanence. Donc il faut avoir beaucoup de stratégie, quoi. Donc il y a un travail commercial, il y a un travail de fidélisation des clients, il y a un travail il faut bien faire le travail, il faut bien faire les applications, il faut bien conseiller le client. Et puis ensuite après, et effectivement, à côté de ça, il faut trouver d'autres clients, avoir un discours qui est audible et qui est crédible, de dire voilà ce qu'on sait faire.
voilà nos promesses, ne pas mentir sur les promesses, ne pas promettre tout et n'importe quoi, mais promettre vraiment voilà ce qu'on sait faire. Nous, en 2012, il n'y avait pas beaucoup de personnes spécialisées dans le développement d'applications mobiles, donc on était quasiment les seuls à le faire. Et du coup, effectivement, ça passait un peu plus rapidement, un peu plus facilement. Et puis en France aussi, maintenant, on avait aussi un autre avantage qui est le coût. Donc c'était aussi quelque chose que des clients entendaient. D'accord. Même si ce paramètre, cet argument-là, il fait peur aussi. Maintenant, quand on voit que ça coûte moins cher, on se dit ouais, mais est-ce que c'est pas donc qualité, c'est un argument sur lequel moi je communiquais, mais je ne communiquais pas tant que ça. D'accord. C'est une lame à double tranchant parce qu'il y a aussi le principe des prix psychologiques. C'est ça. C'est ça. Donc c'est-à-dire que moi j'axais finalement beaucoup plus le discours sur la compétence, sur voilà ce qu'on fait et voilà ce qu'on a fait. D'accord. Petite mise en situation, on va dire que moi je suis un client et on est rentré en contact. Comment ça se passe ? Alors déjà, comment vous faites ? Voilà, donc déjà il faut voir le besoin du client. Oui. Le client donc exprime un besoin, il dit voilà, moi je veux une application mobile, etc., qui fait ça, etc. Et puis déjà il faut parfois le client en fait il a un besoin, mais il sait pas exactement concrètement ce qu'il faut faire. D'accord, okay. Parfois c'est même pas une application mobile qu'il faut, parfois c'est un site internet. Donc vous faites du conseil aussi. Voilà, donc on le conseille maintenant à voir exactement quelle est la meilleure approche pour son besoin à lui. D'accord. Voilà. Si son besoin à lui par exemple c'est d'être connu, parfois c'est pas en faisant une application. Parfois c'est via un site internet peut-être mieux référencé sur Google. D'accord. Voilà, parce que Google attire beaucoup de monde. D'accord. Oui. Quand c'est un site e-commerce, parfois peut-être qu'il faut commencer par un site internet et bien l'adapter au support mobile. Voilà, pour que les produits soient référencés, pour que les gens puissent trouver les produits. Donc ça c'est la première. Donc c'est d'abord une bonne partie conseil. Et puis s'il s'agit d'applications mobiles, en fait on est digital mobile first. En fait on fait du digital, mais vraiment spécialisé dans l'aspect mobile. D'accord. Ça peut être des applications comme je l'ai dit, mais aussi ça peut être aussi des sites responsifs, ça peut être des différentes technologies, d'accord, sur le mobile. Et après, une fois qu'on conseille ou si on part supposons sur une application mobile, on l'aide aussi sur comment utiliser le mobile, comment utiliser les fonctionnalités des applications mobiles. Ça peut être la géolocalisation, ça peut être les notifications push. Quelle est la stratégie pour des notifications push ? Quelle est la stratégie pour géolocaliser ? D'accord. Quelle est la stratégie pour donc il y a pas mal de paramètres comme ça sur lesquels en fait on conseille le client pour faire son application mobile. Et puis après il y a un côté création. Donc on fait les maquettes, de l'application mobile. À quoi ressemblera l'application mobile ? Donc c'est après quelques réunions qu'on fera ensemble. Donc on fera les maquettes. Donc c'est-à-dire qu'on va traduire votre besoin en maquette, quoi. En maquette et en écran. Donc tu vas voir exactement à quoi ressemblera ton application mobile. Vous le faites en 3D ? Non, on le fait avec des outils en 2D pour voir l'application mobile à quoi elle ressemblera. D'accord. Une fois qu'on fait ça, donc on pense à l'aspect UX, user experience. Comment faire en sorte que l'utilisateur clique le moins possible pour aboutir à une action concrète. Typiquement sur une application comme une application M-commerce pour faire des achats, il faut que la personne clique 3-4 fois et hop, c'est bon, la commande est passée. Donc il clique non plus 15 000 fois. Par exemple, il faut que en prenant en considération le touch. Sur les applications mobiles, on n'a pas la souris, on a le touch. Donc il faut penser à ce genre de choses. Ça, oui. Par exemple, quand est-ce qu'on propose sur le push, comme quand tu le vois sur des applications, il y a d'abord une autorisation de est-ce que vous acceptez les push ou pas. Ah oui. Nous on le propose. C'est pas à n'importe quel moment qu'on affichera ça. C'est à des moments bien pertinents. Par exemple, donc c'est tout ça, c'est tous ces aspects-là auxquels on va penser. Et puis à côté du design, on va faire un document qui explique le projet de A à Z. Voilà, quand on clique là, qu'est-ce qui se passe ? Quand on appuie sur ça, qu'est-ce qui se passe ? Etc. Pour que ça soit bien formalisé. D'accord. Une fois qu'on fait tout ce travail-là de cadrage avec le client, après on peut lancer le développement. Et effectivement, après il y aura des réunions régulières avec le client pour le tenir au courant de l'avancée du projet, pour l'impliquer aussi, pour répondre aux questions qui sont restées sans réponse, sur lesquelles on est toujours en phase de réflexion. Et puis à la fin, une fois qu'on livre au client, le client il est content. Après, nous on fait des livraisons aussi. On peut faire des livraisons régulières au client pour qu'il suive l'état d'avancement du projet. On publie l'application. Avant de publier, par contre, on a une phase de test qui est importante parce qu'il y a une diversité des terminaux sur Android. On a Android 5, 6, 7. Bêta. On fait des versions bêta. Et aussi, en fait, on teste vraiment, on a une stratégie de test. Sur le fait on va noter tous les scénarios de test, par exemple, dire tous les scénarios qu'un utilisateur lambda va faire.
il faut qu'on les fasse d'abord, D'accord. qu'on voit ce que la personne, qu'on voit en fait tous les scénarios possibles, qu'on voit ce que ça, qu'on récolte les bugs, qu'on les traite et ensuite qu'on pousse sur les stores. On va juste rassurer nos amis téléspectateurs qui veulent peut-être se lancer demain dans les applications. On n'arrive pas à ce niveau de professionnalisme comme ça. Quand vous aviez commencé au début. Oui. Au début, là, ça fait un petit peu peur de tout ça. Au début, si tu veux, c'était c'était un petit peu par la passion. Oui. Que moi, j'aimais ça. Les personnes que je recrutais, on aimait ça. On était un petit peu des développeurs, voilà. Mais on se rend compte très rapidement avec le temps, avec l'expérience, effectivement que c'est pas uniquement développer une application. C'est pas l'aspect technique uniquement qui compte, c'est aussi l'aspect gestion de projet. Comment on gère un projet de A à Z. D'accord. Comment on gère la relation avec un client. Comment on gère aussi l'aspect marketing. C'est-à-dire qu'une application, c'est pas uniquement quelque chose de technique. C'est aussi, à des marques, ça leur permet de fidéliser leurs clients. D'accord? Ça leur permet d'avoir. C'est une image. Voilà, c'est une image. Donc, il faut tous ces aspects-là, il faut qu'on les pense. D'accord? D'accord. Nous parlions tout à l'heure du mobile first, donc de la place du mobile dans le digital. Quelle est la place du mobile dans le digital pour vous? Déjà, il faut savoir que par exemple en 2016, depuis 2016, il y a plus de connexions sur Internet mobile. depuis un mobile que depuis un mobile et tablette que le desktop. Et là, je l'emporte sur toi, Mus. Toi Voilà. qui aime te connecter uniquement sur PC. Non, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens encore qui utilisent le desktop, mais depuis 2016, on a franchi le cap où il y a plus de connexions Internet depuis le mobile que depuis le desktop. Mais Et ça change la donne, vu ça que change la donne, exactement. le téléphone, c'est une extension, de la main, une extension humaine, oui. C'est une extension humaine, Ouais. et c'est aussi l'avantage qu'offre le mobile, c'est qu'il relie le monde physique au monde digital. Il est jamais trop loin. Voilà, là, parce que pendant qu'on a le mobile, on est géolocalisé. D'accord. D'accord. On peut voir, typiquement sur les applications Uber-like, on peut voir un peu les chauffeurs à proximité. Oui. Donc ça relie vraiment le monde physique avec le monde digital. C'est vrai. Voilà, ce que n'offrait pas le desktop, par exemple. Voilà. Et puis, oui, donc comme je disais, depuis 2016, on a franchi le cap. Le cap, oui. Et aujourd'hui, oui, enfin, le mobile est. Les gens, quand ils se réveillent, la première chose souvent, c'est de voir un peu leur téléphone. On reçoit les notifications push assez régulièrement. Et du coup, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous reste, c'est ce qui nous maintient connectés avec nos applications. Oui, d'accord. Oui, donc effectivement, et le mobile. D'ailleurs, il y a les stratégies mobile first. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense à une stratégie digitale, il y a de dire, voilà, est-ce qu'on commence pas d'abord par le mobile, de penser mobile first. D'accord. Voilà. On va parler un peu du digital en Algérie. On va prendre exemple sur vous, plutôt les côtés positifs. On va commencer par le positif. Vous avez lancé votre projet via l'ANSEJ. Oui, tout à fait. Ce qui vous a permis d'avoir des exonérations pendant 5 ans. Voilà. Quand j'ai lancé des ZMob en 2012, effectivement, quand on démarre, on a de l'incertitude, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas. Donc du coup, moi, j'ai bénéficié de l'ANSEJ. Enfin, j'ai fait une demande au niveau de l'ANSEJ. Le dossier a pris pas mal de temps quand même, le petit hic, mais au final, effectivement, le dossier est passé. Et oui, pendant 3 ans, et ça a été étendu à 5 ans, on a bénéficié d'exonération d'impôts. Et effectivement, pour un démarrage, où le moindre dinar compte. Oui, c'est une bonne bouée de sauvetage. Voilà, donc c'était pas tant pour les aides financières, parce qu'il y avait pas non plus, on n'avait pas beaucoup d'investissements. Oui. J'avais quelques PC à acheter, etc., quelques bureaux, mais c'était vraiment pour la partie exonération d'impôts, et ça c'est très. Ça bien. c'est un point positif. Ça c'est très très bien, oui. C'est même parfait, c'est magnifique. Côté négatif, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de votre aventure? Les difficultés, c'est une fois moi j'avais la compétence de dire voilà, je sais développer des applications mobiles. Compétences techniques. Voilà. Trouver des clients, ce n'est jamais facile de toute façon. Donc oui, il faut de la persévérance. Mais la chance, c'est que très rapidement, on était connu par quelques entreprises finalement qui elles aussi nous contactaient. Donc ça a été facilité par le fait qu'on était un peu seul sur le marché en Algérie à l'époque. Et puis, c'est vrai, vous êtes des avant-gardistes dans le domaine, oui. Et puis le management. Moi, j'ai lancé l'entreprise. Je sortais à peine de l'école.
J'étais pas non plus un manager, j'avais pas l'expérience en management. Effectivement, c'était pas évident de gérer les personnes. Alors peut-être pas au début, mais une fois que l'entreprise a grandi, au bout de quelques années, on s'est retrouvé à une dizaine de personnes. Et là, effectivement, il faut mettre en place une organisation, etc. J'étais développeur, j'étais pas manager et pas chef de projet, donc il fallait mettre en place tout ça, mettre en place des process, des procédures. Fallait enfiler la veste du manager aussi. Exactement, pour mettre en place une organisation indépendante de moi et qui tienne et qui fonctionne de A à Z. Et globalement aujourd'hui sur cet aspect-là, on est plutôt bon. Donc c'est des difficultés qui restent, j'allais dire, universelles, qui ne sont pas propres à l'Algérie. Qui sont pas propres à l'Algérie, non. Enfin, quelles sont les alors propres à l'Algérie, oui. Enfin, les difficultés propres à l'Algérie peut-être, ce serait alors au niveau du recrutement. Alors on trouve de bons développeurs, mais il faut les trouver déjà. Mais je pense que c'est un peu comme partout. Par contre, typiquement, nous on est basé à Blida. Quand on recrute des gens d'Alger, par exemple, les transports, c'est pas évident pour venir d'Alger à Blida. Donc je pense que sur la partie transport, c'est pas évident d'avoir pourtant c'est pas très très loin non plus Alger de Blida, mais typiquement niveau transport, c'est catastrophique pour tous les domaines. Voilà, donc par exemple ça c'est un point. C'est pas prêt de changer. Qui nous a posé problème à une époque pour recruter des gens qui étaient à Alger, qui étaient bons, mais on voyait bien que c'était pas très jouable par exemple. Donc du coup on s'est focalisé sur la zone de Blida avec l'université de Blida à côté. Ça c'est un des points. Globalement je pense que c'est parmi les points. Après bon il y a toujours des difficultés bureaucratiques au niveau des administrations, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir qu'est-ce qu'il faut justement pour comme document officiel pour démarrer une franchement je m'en souviens même plus. Je pense que j'ai voulu effacer cette partie-là de la vie de ma tête parce qu'il y avait beaucoup de documents. Moi je suis anti-documents. Voilà, donc il y avait beaucoup de documents et je pense que j'ai fini par réinitialiser ce que j'avais. Tant mieux. Mais voilà, là on a aujourd'hui quelqu'un qui s'en charge, qui le fait très très bien d'ailleurs. Et même on arrive à être efficace là-dessus pour pas passer non plus trop de temps parce qu'effectivement parfois on nous demande, enfin il y a beaucoup de choses pour donc c'est des choses que je pense qui peuvent être améliorées en Algérie, à réduire les documents, faire les choses en ligne. Ça commence avec la CNAS là pour la déclaration des impôts, pour les cotisations CNAS des salariés. Sociales, à une époque il fallait se déplacer, aujourd'hui on peut le faire directement du bureau, donc ce qui est très très bien. Donc ça évolue. Mais c'est vrai qu'au début justement que j'allais vous poser cette question, comment se porte le digital en Algérie selon vous? Moi je trouve que ça évolue. En tout cas l'écosystème évolue bien. Enfin, il y a qu'à voir tous les entrepreneurs qui passent dans ton émission Doing DZ et il y en a plein dans différents secteurs d'activité, donc ça c'est magnifique. Au niveau des ZMOB, on reçoit de plus en plus de demandes de clients en Algérie qui veulent faire des choses, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Pareil, on sent une évolution et on sent qu'il y a une demande qui augmente de plus en plus. Qu'est-ce qui a fait que vous vous lanciez en France aussi? Vous avez commencé par l'Algérie. Des ZMOB existent aussi à Paris. Voilà, il y a des ZMOB qui est basé en Algérie. Donc là, on est à peu près 8-9 personnes actuellement. Et puis à Paris, effectivement, j'ai créé une entité. Mais ça a commencé parce que à une époque, on avait beaucoup de clients en France. En France, oui. J'ai l'impression que des ZMOB France, j'allais dire, est plus performante que des ZMOB Algérie. Vu les clients. On a effectivement depuis, en tout cas, on a commencé avec des clients algériens en 2012. 2013 globalement, on a commencé un switch avec des clients en France, mais c'est même pas un switch, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, effectivement, il y avait plus de demandes en France qu'en Algérie. Vous avez juste suivi la demande, quoi. Ça s'est fait naturellement. Oui. Et moi, j'avais la possibilité je connaissais un petit peu le marché français, et c'est ce qui a fait que oui. Maintenant, c'était une suite logique, quoi. Je pense qu'en 2012-2013, il y aurait pas eu le marché français, peut-être que des ZMOB n'existeraient pas aujourd'hui. Donc, je pense qu'à l'époque, ça nous a permis d'avoir pas mal de références et pas mal de projets. D'accord. Par contre, là, depuis 1 ou 2 ans, effectivement, on a pas mal de clients en Algérie. Et moi, en tout cas, c'est un plaisir parce que initialement, quand j'avais créé des ZMOB, c'était vraiment pour le marché algérien. Quel est le top 3 de vos applications les plus performantes? Alors il y a beaucoup. Il y a pas mal d'applications. Enfin, on a TSA Algérie, c'est une application qui est connue, qu'on a développée. Qui est devenue une référence, oui. Voilà, on a donc ça c'est le domaine de l'information au niveau en Algérie. On a une application qui s'appelle Lux, qui permet de réserver des salons de beauté, etc. Ici en Algérie ou en France? En France, oui. C'est une grosse application sur Android, iOS.
avec le paiement via l'application mobile, avec vraiment la possibilité de réserver, donc de voir l'agenda des employés du salon en question et de réserver. Enfin bref, il y a beaucoup de fonctionnalités. On a une application qu'on a développée en 2015-2016 qui s'appelle MyPouce, qui permet de mettre en relation des clients avec des particuliers, avec des professionnels de tout secteur confondu. Ça peut être un plombier, ça peut être un électricien. J'ai besoin d'un électricien, j'ai besoin d'un plombier. Et via l'application, je peux voir les plombiers qui sont à côté, faire une demande de devis, etc. Et dans le domaine médical, il y a quelque chose de semblable qui s'appelle Sehatech, qui travaille avec les professionnels de la médecine. D'accord. Uniquement dans la médecine. La médecine, elle vous met en contact avec des médecins et des pharmaciens en élaborant des ordonnances en ligne. Très bien. Et voilà, je trouve ça, c'est parfait. Ça stylé. Ouais, c'est parfait. Il y a de plus en plus de choses qui sortent là en Algérie, c'est magnifique. Et l'application Hadi, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'elle peut, aujourd'hui, en fait, d'ailleurs, on est en train de transformer ça en produit pour faire une application un peu Uber-like ou la Yesir-like mais en marque blanche. Okay. Donc, tout client qui voudrait lancer un projet un peu similaire, on a un produit quasiment fait qu'on peut adapter au client et lancer le projet ensuite. Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à faire une intégration entre le digital et la politique? Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'application Flux qui existe en Australie, qui donne un accès aux citoyens à la parole politique, j'allais dire, qui fait des remontées instantanées des décisions prises au Parlement. Oui, c'est la démocratie à l'ère du digital. C'est ça. Démocratie 2.0. Je pense je pense que c'est impératif d'aller vers ça en tout cas, pour impliquer les citoyens, pour qu'il y ait une conscience citoyenne, pour que les citoyens sachent exactement ce qui se passe dans le pays, de pouvoir voir les textes de loi, de pouvoir donner leurs avis, et une démocratie un peu plus directe. Donc je pense que oui, c'est un impératif. Et ça serait génial, très bien. Ouais. Enfin, on le voit en tout cas avec ce qui se passe en Algérie actuellement. On voit que les gens, s'intéressent, s'impliquent. Oui. Et franchement, on voit des jeunes de 20 ans qui connaissent très bien les sujets. Donc très bien. Comment voyez-vous le devenir des aides mob en Algérie? Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, optimiste, très optimiste. Cette année 2019, du coup, là, on a fait une bonne année. Et oui, on pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc l'objectif pour la fin de l'année et l'année prochaine, c'est de voir si on peut accroître un peu notre communication pour que plus de clients nous connaissent, le volume de projets, et puis voir aussi avec notre connaissance du mobile, voir si peut-être qu'on peut pas lancer d'autres projets. Donc dans ce cadre-là, ça serait des projets internes. Donc on pourrait lancer à destination de l'Algérie, du marché algérien ou même international. Donc c'est l'objectif. Tout à l'heure, vous m'aviez dit quelque chose qui m'a carrément marqué. On parlait du recrutement et de la façon avec laquelle vous recrutez et vous formez vos employés. Vous m'aviez dit que vous formiez vos employés en leur suggérant des livres. C'est quelque chose qui m'a marqué. Non, comme je t'avais dit tout à l'heure, au début, le premier employé de DZ-Mob, c'était quelqu'un qui a fait sciences politiques, mais qui était passionné par la programmation, par le développement. Et alors lui, il a même pas eu besoin de livres. C'est que aujourd'hui, il y a plein de tutoriels sur Internet, il y a tout sur Internet aujourd'hui. Il y a quasiment plus besoin de formation, d'école, de diplôme. Enfin, tout est sur Internet. La formation est accessible quasiment à tout le monde. Demain, les universités. Il n'y a plus le riche et le pauvre aujourd'hui. Toute personne qui a un PC, qui a accès à Internet, il fait toutes les formations du monde qu'il veut. Donc effectivement, moi, c'était quelqu'un de sciences politiques qui était très très bon, qui était passionné. Aujourd'hui, effectivement, c'est un très bon développeur. Le deuxième, c'est quelqu'un qui a fait pétrochimie. Effectivement, j'avais quelques bouquins à l'époque pour apprendre au développement que je lui avais passé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de bouquins. Aujourd'hui, ils vont sur Internet et ils apprennent tout seuls. Après, aujourd'hui, nous, quand on recrute des gens, donc il y a l'aspect auto-formation. Le fait que les gens soient autonomes, c'est important. Mais par contre, on essaie on les accompagne de A à Z. Oui, pour qu'ils aillent sur les bons sujets, pour qu'ils adoptent la méthodologie des ZMob. Quelle sera la nouveauté? Quelle est la nouveauté des ZMob aujourd'hui?
Est-ce qu'il y a des nouveautés? D'applications. Alors il y a pas mal d'applications en cours là, mais je peux pas trop pour des raisons de confidentialité Oui. communiquer là-dessus. Mais il y a pas mal de projets là pour des acteurs connus en Algérie qui vont sortir là d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Donc on sera au rendez-vous. Ça voilà. Donc on communiquera là-dessus le moment venu. D'ici la fin de l'année probablement. Inch'Allah. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nos amis téléspectateurs? Moi, pour les entrepreneurs en tout cas. Oui, en herbe, oui. Pour les entrepreneurs ou pour tout le monde au final. Déjà, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément créer une entreprise. Déjà, ça peut être aussi dans le domaine associatif. Ça peut être dans le domaine, ça peut être même dans une petite structure. L'entrepreneuriat, c'est agir en fait. C'est agir, c'est faire des choses et on a besoin de liberté pour le faire. Mais effectivement, c'est le fait de faire des choses et de pas attendre forcément qu'on nous demande de faire des choses. À mon avis, nettoyer nos plages, par exemple, c'est de l'entrepreneuriat. C'est de C'est de l'excellent entrepreneuriat. Chacun ses motivations. Mais oui, je pense que quand on passe à l'étape où on fait des choses, déjà, je pense qu'on est sur du bon côté. Parler, planifier, c'est très très bien. Et je pense que quand on arrive à faire des choses, je pense que là, après, un concours de circonstances, tout peut se déclencher et ça peut aller très vite. Agir. Voilà. Donc moi, quand j'ai démarré, effectivement, c'était, je pense, dû un petit peu à mon ignorance à l'époque, peut-être à ma naïveté. J'ai lancé et je me suis et finalement là aujourd'hui, alhamdoulilah, ça marche. Mais peut-être que j'aurais attendu aujourd'hui je suis peut-être un peu moins entreprenant qu'avant. D'accord. Et aujourd'hui d'ailleurs, je suis en phase de réflexion, de me dire est-ce qu'il faut pas que je redevienne un petit peu comme avant avec l'insouciance du début pour peut-être passer à une nouvelle échelle. D'accord, te reprogrammes quoi. Voilà, exactement. Donc c'est ce que je recommande d'ailleurs, c'est toujours faire des choses et même quand on fait des choses, il faut toujours se remettre en question pour en continuer à faire des choses et ne jamais rester dans sa zone de confort. Exactement. Même si on évolue, à un moment donné, on arrive par la force d'une vitesse de croisière, on revient vers une zone de confort. Il faut toujours se réinventer. Exactement, tout à fait. Ok. C'est parfait comme mot de la fin. Jamal Zahal, moi je suis très heureux de t'avoir eu. Merci à toi. Pour avoir partagé ce moment avec toi. C'était très intéressant. Encore merci. Quant à vous, nos amis téléspectateurs, agissez, restez curieux et on se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de Doing DZ. Ciao. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.